Bon, bah écoutez, je vais participer à ma propre interview, puisque je suis trader particulier, donc j'ai ma liste de questions que je pose à tous les invités, et ben je vais répondre. Voilà, alors le point numéro 1, c'est présentation de l'invité. Alors merci de m'avoir invité à cette interview, comme dit tout le monde. Bon, on va se la faire au relax, hein. Alors, me présenter, Pascal April, j'ai 50, combien 8. Putain, ça passe. Hein. J'ai 58 ans, père de famille, salarié. Je suis trader particulier depuis maintenant presque 11 ans. Ouais, presque 11 ans que je suis dans la partie trading. Mon vrai métier, en fait, je suis dans l'informatique, alors chef de projet, ingénieur, développement, tout ça. Bon, j'ai une grande carrière dans la partie développement, que ce soit des logiciels bas niveau ou dans la partie aéronautique, spatiale, militaire et d'autres domaines. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, donc la famille c'est bon, le métier c'est fait. Qu'est-ce que j'ai produit? Qu'est-ce que je fais? Alors, depuis donc 11 ans maintenant, je fais des programmes liés au trading, en développant des stratégies. Souvent, enfin j'ai beaucoup travaillé en allant sur des forums pour apprendre, pour chercher la stratégie idéale. Et de ces stratégies, j'en ai fait des logiciels. Les logiciels, au début, je les ai codés sur différents trucs. J'ai créé ma propre plateforme de trading sur Excel. Oh, évitez de faire ça. C'est pas la peine. C'est extrêmement compliqué, c'est pas fiable, et en plus, il y a des plateformes maintenant qui existent et qui sont bien plus performantes. Voilà. Après, donc, j'ai créé beaucoup de logiciels, soit de mon propre fait en ayant cherché des stratégies sur les forums et autres, ou j'ai aussi travaillé avec différentes personnes que j'ai rencontrées comme ça au hasard sur Facebook. Ouais, Facebook. Donc il y a Laurent. Laurent, c'est mon breton préféré. Un Laurent qui est trader particulier en Bretagne et qui lui travaille beaucoup sur les mathématiques appliquées. C'est une tronche dans la partie quantique et tout ça. Il a peut-être qu'un jour j'arriverai à le faire venir pour l'interviewer, parce que franchement c'est quelqu'un qui mérite le respect pour le travail qu'il fait, c'est impressionnant. Après, j'ai beaucoup travaillé aussi avec Cyril. Alors je dis pas son nom, hein, parce que voilà, je veux pas non plus diriger, mais Cyril c'est mon Parisien préféré. Cyril, il avait un site qui travaillait beaucoup sur le côté planétaire et les aspects. Alors je vais peut-être dire des bêtises, mais un peu comme les signes du zodiaque, mais on a aussi des influences planétaires sur l'être humain, et comme c'est l'être humain qui trade, directement ou indirectement, puisque s'il y a des logiciels, c'était fait par des humains quand même, donc quelque part il y a toujours un effet. Et en fait, ce mec, il m'a bluffé, parce qu'il faisait un service tous les mois, non, toutes les semaines. Toutes les semaines, il faisait un service où il disait, sur ce marché-là, il y aura un changement là. Ça peut être une hausse, ça peut être une baisse. Et pétard, ça marchait. Donc je l'ai contacté, parce que j'ai dit, écoute, tu fais un truc, c'est super sympa, mais t'as l'air de faire ça à la main, moi je peux te faire des logiciels. Et en fait, on a pris d'amitié tous les deux. Alors lui, putain, il m'en a appris des choses. Il est pas manchot sur le côté trading, il a des grandes connaissances, il est vraiment balèze. Il a eu des très bons résultats à une époque, et comme tous les traders, quand on a beaucoup de résultats, on prend plus de risques, et du coup on a des mauvais résultats, mais il a fini par avoir top. Cyril, bravo. Laurent, bravo. Cyril, bravo. Après, j'ai eu l'occasion de travailler avec Guillaume. Guillaume, alors après je peux dire son nom, c'est Guillaume Lydie, avec qui on a créé un indicateur. Enfin, lui est venu me voir, il m'a contacté parce que je faisais du développement, et il m'a demandé que je code son indicateur. Je lui ai dit ok, donc j'ai pris un peu d'argent pour ça, et puis finalement on a pris d'amitié.
On a eu plein de projets ensemble, on a créé différents sites internet, on a créé la formation que j'ai créée moi puisque j'ai créé aussi une formation. La formation que j'ai créée vient en partie des travaux qu'on faisait avec Guillaume. Lui était dans la partie coaching. C'est quelqu'un de bien, Guillaume, pareil, hein. Il a des compétences de ouf. Et en fait, j'ai appris énormément au contact de ces gens-là, qui m'ont apporté des connaissances pratiques, qui m'ont vraiment vraiment aidé à évoluer. Et à chaque fois que j'avais une connaissance pratique entre les mains, moi je faisais un petit code derrière, je développais, je créais, tout ça. C'était c'est mon pied, donc quelque part, c'est vraiment super. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Expérience dans le trading. En fait, j'ai une expérience, oui. Ce que j'aime dire, c'est une expérience dans tout ce qu'il faut pas faire pour gagner, ou tout ce qu'il faut faire pour perdre. Hein? Parce que voilà, j'ai une vie assez difficile dans le trading. En fait, j'ai mis des objectifs difficiles. On verra tout à l'heure, il y a un truc découverte du trading, donc je raconterai ça dedans. Mais là, ça n'a pas forcément été cool pour moi. Et bon, maintenant, ça va mieux. Voilà. Je travaille beaucoup sur le Forex. Les indices, je me suis essayé, j'ai quelques bons résultats sur les indices. Matière première, j'ai essayé parce que Guillaume travaillait sur matière première, sur l'or entre autres, sur le gold. Mais c'est pas mon marché de prédilection, c'est bruité, c'est pas forcément très fiable. Par contre, le Forex, il y a du pour et du moins bon. Oui, c'est ça. Et puis les indices, j'ai beaucoup travaillé sur le CAC 40, faut pas faire. Hein. Et le DAX. Le Dow Jones avec... Ah oui, j'ai aussi bossé avec Jérôme Mangin. Enfin, j'ai pas bossé avec lui, mais j'ai suivi Jérôme. Oh putain, Jérôme, pareil, extra. Donc voilà, grosso modo, j'ai souvent travaillé seul sur les marchés, mais j'ai quand même beaucoup travaillé avec des gens qui avaient des compétences. Alors, qu'on les aime pas, c'est pas grave, mais moi, en tout cas, j'ai appris à les apprécier, j'ai appris à apprécier leurs compétences, leurs connaissances. Ils ont chacun leur style, mais on apprend avec des gens qui ont déjà eu des résultats, que ce soit positif ou négatif, mais ils ont eu des résultats et ils peuvent apporter beaucoup de choses. Et moi, j'ai kiffé ma life, et je kiffe ma life quand j'ai accès à ces personnes-là. J'ai eu des interviews il y a pas très longtemps avec des gens comme Michael sur les options et Marc. Pareil, Marc Raffard, génial. Enfin, c'est des gens qui adorent partager, c'est génial. Enfin voilà, je me répète, non? Ah, d'accord. Bon, enfin voilà, ça c'était pour la présentation de l'invité. Alors oui, globalement, je me suis bien pris la tête sur le trading quand j'ai commencé. Je me suis faussé en fait sur mes recherches d'objectifs par rapport à ça. Le trading, c'était le truc rêveur et tout ça. J'ai changé, j'ai une partie vraiment passage à vide assez fort. Maintenant, le trading pour moi, c'est pas ma source de revenus principale, et je pense que ça deviendra jamais ma source de revenus principale. Par contre, c'est du plaisir. Je prends le trading comme un loisir, comme un autre, et du coup, c'est beaucoup plus facile à vivre. Alors maintenant, le chapitre 2, découverte du trading. Alors ma découverte du trading, c'était simple. Moi, j'étais au boulot et il y a un copain qui avait entre midi et 2 sur son écran des graphiques. C'était sur la plateforme IG en ligne, du broker IG. Ça m'a attiré parce que c'était assez marrant. Et puis c'était un bon copain, donc du coup on a regardé ensemble, et il m'a expliqué ce que c'était, le moyen nous en tant que particulier de trader. Alors que moi je savais pas, pour moi il fallait forcément passer par la banque. Et donc il m'a montré l'indicateur Williams, à l'époque c'était Williams. Et puis moi j'ai vu que c'était simple en fait la bourse. C'était même très très simple. Puisqu'en fait fallait acheter quand c'était en bas et vendre quand c'était en haut, et on gagnait du pognon. Donc c'était vraiment très très simple. Et c'est comme ça que j'ai découvert la bourse. Enfin le trading.
Et après, comme on était développeurs tous les deux, on a commencé à travailler sur le fait de créer notre propre plateforme de trading. Je pense qu'on s'était pas assez renseigné, il y avait juste, on voulait automatiser quelque part le trading. On savait pas qu'il y avait des plateformes qui fournissaient aussi des moyens de programmer dans ces plateformes-là. Lui avait commencé à faire un outil en C++, et moi j'avais plus, j'étais sur Excel. IG fournissait un outil Excel qui permettait de récupérer les flux, de faire quelques indicateurs, et moi j'ai vraiment travaillé dedans pour l'améliorer et faire une vraie plateforme de trading en intégrant des indicateurs carrément dans Excel. Bon, ça a été du très très gros travail. Pour un résultat, ça reste Excel en VBA, hein, donc c'est pas très performant. Bon, j'adore programmer, donc c'était un nouveau challenge, et puis je l'ai réussi, donc c'était sympa. Et par contre, quand j'ai découvert ça, j'ai beaucoup travaillé sur les indicateurs. J'ai découvert donc Williams, qui était le tout premier que j'ai vu. Après, on avait travaillé aussi sur le stochastique. On avait travaillé sur le RSI, que j'ai jamais compris. MACD qui m'a beaucoup plu, c'était super intéressant. Et puis d'autres, voilà, plus ou moins classiques, plus ou moins exotiques. Toujours en cherchant l'indicateur qui nous aiderait en fait à trouver des détections cohérentes. Donc c'était ça. Là il y a une partie un peu descente aux enfers en fait, parce que j'ai été beaucoup déçu. À chaque fois que je croyais faire un pas en avant, je faisais 2 pas en arrière. Donc je fais une vidéo d'ailleurs exprès là-dessus qui explique comment je suis passé de l'espoir à la mort. C'est pas forcément putaclic, hein, c'était vraiment ça. Ça a duré pas mal de temps. J'ai une descente aux enfers donc avec tous les espoirs que je mettais dans le trading, qui en fait se sont révélés faux. J'ai fait connerie sur connerie parce que j'ai été attiré par différentes sirènes, différents champs magnifiques et des grandes lueurs, et je me suis... Enfin, bref, c'était pas forcément top. Bref, il y a la vidéo où je raconte ça, c'est vraiment une partie de ma vie que je raconte, donc allez-y. Après ce que j'ai fait, j'ai une coupure de pratiquement, on va dire pratiquement 6 mois, 9 mois, 1 an, pour ainsi dire, où là, non, il a fallu que je me recentre sur ma famille, et puis après j'ai redécouvert petit à petit le trading, mais en partant du développement logiciel, qui est plus mon kiff. Et donc à partir de ce développement, en fait j'ai vu le trading d'une autre façon. J'ai beaucoup travaillé là avec justement avec Cyril entre autres, avec Laurent, avec qui on avait beaucoup de discussions, qui était aussi trader, qui lui travaillait sur des stratégies beaucoup tournées autour du stochastique. Et puis voilà, donc en fait beaucoup de travail avec des gens. J'ai rencontré Guillaume et petit à petit en fait par mes connaissances en développement, j'ai fini par évoluer. À chaque fois que je voulais me remettre dans le trading, en fait, à chaque fois que je voulais me redevenir un peu de côté trading avec des revenus trading, quasiment à chaque fois, ça n'a pas forcément été positif. Donc, je suis assez bon en analyse. Dès qu'il y a de l'analyse de marché, analyse de stratégie, à chaque fois, ouais, j'ai cette faculté de voir à peu près les bons et mauvais côtés, par expérience, hein. Et puis, par contre, sur les marchés, non, je suis clairement une brêle. Parce que j'ai trop d'émotions, en fait. Je suis trop émotionnel devant les marchés. Une bougie verte, une rouge, là, c'est bon, je pète un câble. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je bosse sur des logiciels pour faire ça. Donc, je travaille sur l'analyse et je crée mes indicateurs et mes robots de trading basés sur des marchés statiques. Zéro stress. Et après, en fait, j'utilise ces logiciels sur le marché dynamique en suivant tout bêtement les détections qui sont faites par mes logiciels. Donc en fait, j'ai réussi à faire le transfert entre mon incompétence quelque part sur les marchés en tant que personne directement en frontal, avec mes compétences logicielles qui m'aident en fait à passer outre ces peurs et ces problèmes. Et c'est vraiment une solution qui m'aide. Voilà, qui m'aide. C'est qu'en fait, j'utilise ma passion pour m'aider sur le trading. Trading qui est une passion, mais pas au sens vraiment où je peux en faire ma vie. C'est pas le sens de ma vie. Et aujourd'hui, comme je dis tout à l'heure, en fait, ce que je fais, c'est que je veux partager en fait mon expérience.
Même si je suis pas un trader à suivre à la clé, je suis quelqu'un par contre qui a vécu le trading, qui a eu des hauts, hein, j'ai quand même eu des belles réussites malgré tout, j'ai eu des bons échecs aussi, mais je veux partager ce que j'ai vécu et ce que je vis tous les jours en ayant vraiment ce côté faites pas les mêmes conneries que moi. Ouais, c'est un truc vraiment qui me plaît beaucoup de partager. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une formation qui a été pendant un certain temps sur Udemy, qui est maintenant émis directement sur mon site. Voilà, pour partager, parce que pour moi le partage c'est essentiel quoi. C'est essentiel. Alors je m'en contrefous si je gagne pas du pognon sur le trading, parce que je m'en fous. Voilà. Par contre, si j'arrive à aider les gens pour être meilleurs sur leur trading, en leur disant bah, attention, fais pas ça, tu vas manger le mur, c'est pas la peine, et que les gens écoutent et qu'ils réussissent, putain, ça c'est génial. Ça c'est vraiment génial. Après, chapitre numéro 3, les marchés utilisés. Qu'est-ce que j'utilise comme marché? Alors, je reste sur les CFD. Parce que vu la taille de mon compte, je ne travaille que sur les CFD. Je peux pas me permettre... Alors, si, je me suis essayé sur les actions. Non, je suis pas bon. Je suis pas bon, parce que les actions, c'est plus sur le long terme. Il y a une analyse fondamentale à faire. J'ai pas assez de compétences économiques, ou en tout cas, oui, économiques, pour faire des analyses fondamentales pertinentes. Donc, je me suis essayé, j'ai mis un tout petit compte, voilà, j'ai essayé, j'ai ouvert 3 ou 4 positions sur 2 boîtes. Les 2 ont fermé boutique. Donc ça tape pas, c'était pas vraiment génial, mais c'est pas grave, c'était de l'argent que j'avais gagné par les ventes de mes formations. Donc c'est pas de l'argent de la famille quelque part, ça reste en interne, c'est de l'autofinancement quelque part. Bon, j'aurais bien aimé gagner quand même, hein. Mais voilà, je me suis essayé sur les actions, c'est pas mon truc, j'arrête. Tout ce qui est crypto, je me suis même pas essayé. Si, j'ai essayé, si. Sur les conseils de Guillaume, j'ai ouvert un compte sur, comment ça s'appelle déjà, un compte de crypto, je sais plus trop ce que c'est, où en fait il donnait des cryptos si on suivait des formations. Donc il y avait des petites formations, question des QCM, où tu répondais X fois jusqu'à temps d'avoir la bonne réponse, et tu gagnais alors des cryptos, pas de Bitcoin, mais des cryptos qui étaient nouvelles sur le marché. Donc en investissant zéro et en suivant juste des formations très très simplistes, j'ai gagné de la crypto. Les cryptos, donc avec zéro initialement, je suis monté avec un capital grosso modo d'une 20aine d'euros. Il y a eu une espèce de petite poussée, quand le Bitcoin est parti en l'air, ça a aspiré toutes les cryptos avec lui. Et du coup, je suis monté sur un compte, sur un résultat virtuel à 120 euros. En partant de zéro, c'est pas mal quand même. Sauf que j'ai laissé tourner, et puis ça a descendu à 20 euros. Donc là, je crois que je vais être... je regarde jamais. Je regarde jamais. Mais je crois que je dois avoir à peu près un truc à 30, une trentaine d'euros, 20, 30 euros. Voilà, mais je m'en fous, en fait. Voilà, je me dis que si jamais un jour la crypto repart et qu'il y a une nouvelle folie sur les cryptos que j'ai, tant mieux, ça peut être comme le Bitcoin, et je peux gagner des sous. Si ça marche pas, quelque part, j'aurais investi zéro, j'aurais peut-être perdu zéro. Match nul, très bien. Donc non, je regarde pas ça, pour moi c'est beaucoup trop spéculatif, beaucoup trop volatile, beaucoup trop la mode. C'est une mode pour moi, la crypto. Peut-être que je me trompe, hein. Mais voilà, c'est une mode. Le système financier, en fait, n'accepte pas la crypto, et la partie politique n'accepte pas la crypto, parce qu'ils veulent à tout prix garder la main mise sur la partie finance mondiale. Et la crypto, c'est justement pour s'affranchir de la mainmise des politiques. Donc, tout est fait pour que la crypto meure le plus vite possible. Ou que ce soit repris par le système bancaire qui est contrôlé par la partie politique. Donc, crypto, ouais, non, c'est pas mon kiff. Bon, je pense que j'aurais pu faire du blé quand même avec, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et à côté de ça, les indices. Les indices, quand j'ai suivi le coaching de Jérôme Mangin, lui travaille beaucoup sur les indices, et j'ai eu d'ailleurs un très 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 bon résultat grâce au Dow Jones.
j'ai fait un plus 15% sur mon capital. C'était génial. C'était génial. En suivant les conseils, enfin, j'ai rien appris parce que j'étais devenu un mode suiveur, donc j'ai suivi ce qu'il disait et en mettant en plus, j'ai pyramidé la position, donc du coup ça a augmenté le volume de la position, ce qui fait que j'ai réussi quand même à quitter au moment où j'ai atteint 15% du capital en plus. Waouh, ça c'était pas mal. Les indices, c'est vachement intéressant parce que c'est beaucoup plus volatile et les mouvements sont plus forts. Donc quand on est vraiment parti sur une tendance, on peut gagner, de mon point de vue, plus vite. Plus vite, donc c'est intéressant. Surtout que j'ai un tout petit compte, hein, donc forcément, rapidement, ça monte sur des pourcentages d'évolution qui sont intéressants. Je m'étais essayé au DAX. Au DAX, j'avais même créé une stratégie qui marchait super bien avec le MACD, qui marchait super bien. Alors ça, c'est bizarre. C'est quand je bossais avec Cyril, j'avais créé dans mon coin, comme ça, en statique, une stratégie MACD qui marchait, mais de mort, le truc. Génial. Et quand j'ai nettoyé mon PC, j'ai effacé ma stratégie. C'est couillon. Donc, et puis j'ai pas eu le courage, j'avais tellement d'autres choses à faire que j'ai pas retrouvé, mais j'avais une stratégie spécifiquement DAX et qui marchait super bien avec qui prenait les trucs d'ouverture et tout, ça pas mal. Ça marchait bien, bon tant pis, c'est pas grave. Le CAC, je m'étais essayé au CAC 40, mais c'est plus la rigolade qu'autre chose. Le CAC, c'est un ersatz du DAX, qui lui-même est un ersatz des indices américains. Bon, CAC 40, non pas top. Et les indices américains, c'est vrai que c'est quand même ceux qui marchent le mieux. Alors le dos est un peu violent quand même. Par contre, le SP500, j'adore, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus souple au niveau de la dynamique du marché. Donc le SP500, j'aimais bien, ouais. Voilà, donc, et puis après le Forex. Forex, alors je me suis essayé... Alors j'étais parti au tout début pour faire des stratégies sur une stratégie universelle. Ça marche pas. Non, parce que je me suis rendu compte avec l'expérience que chaque marché a sa propre dynamique, a son propre rythme, a son propre style de vie. Et une stratégie qui marchera sur l'euro-dollar ne marchera pas forcément sur l'USD CAN, l'USD CAN, ouais, c'est ça, CAN USD, je sais plus. Enfin bon, bref, sur un autre marché Forex. Donc en fait, voilà, mais le Forex, ouais, j'aime bien, ouais. Je m'étais amusé une fois à regarder les paires de devises asiatiques. Waouh! Ça, je me suis essayé une fois, j'ai raccroché vite le truc. Ils sont fous, les Asiatiques. Non, mais c'est géré par des ninjas là-bas. Ils sont complètement fous. Donc non, ouais, paire de devises classique. Et puis indice américain. Un jour, peut-être que je m'en remettrai sur le DAX. Je m'étais essayé au gold parce que j'avais suivi ce que faisait Guillaume sur le gold. Bon, oui, le gold, il y a des trucs sympas, mais voilà, c'est pas assez tendanciel de mon point de vue. Voilà pour les marchés. Waouh! Alors après, la question technique de trading utilisée, style de trading, indicateur préféré. Waouh! Alors, style de trading, je me suis essayé au scalping. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi parce que je suis toujours en mode de recherche du gain le plus vite possible et le gain le plus gros possible. Et les deux sont pas compatibles, je pense. Je m'explique. C'est que en scalping, les gens qui font du scalping, pour moi, c'est des gens qui veulent le gain le plus vite possible. On s'en fout, ça fasse un pip, un demi-pip, un quart de pip, mais boum, on prend. C'est des micro-pips mis bout à bout qui fait que la journée, on finit avec 200 pips. Dans le meilleur des cas. Sauf que moi, j'ai un rapport avec l'argent et avec la partie monnaie qui en veut toujours plus. Donc, même si j'ai un pip, je sais que si j'en ai un, je peux en avoir deux. Et si j'en ai deux, je peux en avoir 4. Et 4, visons le 8.
Et si le marché il n'est pas linéaire, forcément, donc quand ça commence à redescendre, je sais de toute façon que si j'en ai eu 4, il va remonter à 4. Et puis peut-être qu'après il ira plus haut. Et ce qui fait que je prends pas, je ferme pas la position quand elle est gagnante. Je veux la prendre quand elle est super gagnante. Et ce qui fait que le scalping pour moi, j'ai pas l'état d'esprit scalper. Le scalper, lui, il vise un pip ou deux, ça lui va très très bien, quoi. Non, moi j'en veux plus. Donc je suis pas compatible au scalping. Ce qui est une connerie, hein. Mais bon. Le long terme, non. Avec Guillaume Lydie, une fois, on avait bossé ensemble. Alors lui a son style, il a son capital, voilà. On n'a pas les mêmes, apports et les mêmes expériences. Et lui, ça le dérange pas de garder une position ouverte, même s'il est un peu perdante par rapport à son plan, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais pourquoi? Parce qu'il a d'autres positions derrière. Il a diversifié ses positions, ce qui fait que les pertes potentielles d'une position seront comblées par les gains des autres. Moi, j'ai pas un compte qui me permet ça. Et quand j'ai bossé avec lui pendant une petite période, où on faisait du trading partagé, tout ça, j'avais des positions qui étaient perdantes par rapport à mon plan. Si on reculait la période l'unité de temps, on se rendait bien compte que la tendance globale sur la journée ou sur la semaine était montante. On était sur une phase de repli pour repartir derrière, potentiellement. Et moi, j'avais pas les autres positions. J'avais pas la diversification possible pour me dire s'il y a des pertes, c'est pas grave, c'est comblé par des réussites de l'autre côté. J'avais pas le capital qui me permettait d'ouvrir d'autres positions. Et c'était pas agréable du tout. Bon, après j'ai réussi à combler le truc. Je crois que j'ai perdu une position quand même, qui était un peu plus violente. Mais globalement, voilà. Donc le long terme, non. Moi, je suis plutôt un day trader ou intraday. C'est que voilà. En tout cas, c'est ce que je vise. Je vise l'ouverture des marchés le matin avec en plus le marché européen, américain. C'est dans cette période d'ouverture où il y a vraiment de la vraie volatilité, où les marchés ont vraiment ces mouvements plus dynamiques et plus larges, avec des vrais mouvements de prix qui fait que je peux m'attendre avec peut-être 1 ou 2 trades dans la journée à faire mes 20 points ou plus. Mais c'est vraiment ça que je dois viser. Enfin, que je dois viser et que je vise. Donc voilà, ça c'est pour le style de trading. Donc ouais, j'aimerais avoir la capacité de faire du scalping, mais mon émotionnel n'est pas adapté par rapport à ça. Ou quand je le fais, faut pas que je descende plus bas que les 5 minutes. Parce que la minute c'est du bruité à mort. Et la minute c'est pour ceux qui veulent vraiment, tac tac, hop, c'est du chirurgical quoi. Donc ouais voilà, des trading on va dire. Et mes indicateurs préférés, waouh, j'en ai eu plein. J'en ai utilisé plein. Mais il y en a quand même quelques-uns qui ressortent. Alors, les bougies Aikanashi, j'adore. J'adore. J'ai fait mes propres bougies Aikanashi. Je sais pas si on les voit, elles sont derrière. C'est des bougies où j'ai rajouté le prix de clôture. En fait, j'ai acheté le bouquin aussi de Benoît Rousseau, qui d'ailleurs ça me fait très plaisir, parce qu'en fait, il utilise aussi les bougies Aikanashi. Bon, lui, c'est un pro, hein, il fait du tic et tout ça. C'est vraiment le sportif du trading. Mais il utilise aussi les bougies Aikanashi, et en fait, sa manière de les travailler sont à peu près similaires aux miennes. De toute façon, Aikanashi, c'est pas très sorcier. Sauf que lui, il prend pas en compte le prix de clôture du marché. Et moi, ça me manque. Parce que des fois, les bougies Aikanashi ne montrent pas le prix de clôture. Et il y a des moments donnés où on peut se focaliser sur la couleur de la bougie, mais le prix de clôture peut être très très loin de la forme du corps de la bougie, et ce qui fait qu'on peut être trompé quelque part par les bougies. Donc ouais, je me suis créé mes propres bougies, moi c'est très très bien, elles me plaisent bien. Donc l'indicateur, c'est pas un indicateur vraiment, mais la représentation Aikanashi me plaît vraiment beaucoup. Alors, ça fait pas tout, hein, parce que c'est vrai que le côté marché, les bougies japonaises, c'est quand même elles qui ont le plus
un maximum de traders dans le monde utilisent des bougies japonaises, et donc l'analyse se fait sur la forme des bougies japonaises, pas la forme des bougies Aikanashi. Donc faut quand même, c'est pour ça que souvent là je me suis créé un indicateur qui les met en dessous, comme ça j'ai les deux visions en parallèle, et c'est pas mal. Ça donne en fait deux modes de lecture différents et un complément d'information. Après, j'ai appris à apprécier l'indicateur stochastique, alors pas avec les valeurs de base, donc 5, 3, 3, mais avec d'autres valeurs qui permettent d'assouplir un peu. Ça c'est Laurent, mon copain breton, qui m'a appris à apprécier cet indicateur et qui m'a montré qu'effectivement, ouais, il y avait de quoi faire. C'est très intéressant. J'utilise quasiment jamais la partie divergence. Je pense que c'est une connerie parce que des fois ça fait ressortir des beaux mouvements de marché. J'ai beaucoup travaillé sur les divergences aussi à une époque, mais j'arrive pas à les voir. J'arrive pas. En statique, si, en statique, mais sur un marché en dynamique, non, mon esprit il est pollué par le mouvement du marché et j'arrive pas. Mais ouais, non, stochastique c'est pas mal. MACD, je l'adore. MACD, j'adore cet indicateur-là, il est génial. MACD zéro lag. D'ailleurs, j'avais travaillé avec Guillaume Lydie justement pour faire un MACD zéro lag. Et avec Faustin aussi, Faustin Prieux, qui a son propre truc, qui m'avait demandé une fois, il m'avait expliqué une stratégie de scalping basée sur le MACD zéro lag. J'avais repris un peu son idée, j'en ai fait un indicateur. Bon, je colle pas à sa stratégie. Voilà, une stratégie pour moi c'est très personnel et la sienne me parle pas. Elle a des résultats, hein, mais elle me parle pas. Voilà, donc MACD zéro lag, c'est à peu près pareil. MACD zéro lag, c'est bien parce que on arrive à anticiper quand même les mouvements. Donc c'est pas mal, ça aide. Le GPOT. Alors le GPOT, qu'est-ce que c'est comme indicateur? C'est l'indicateur que qui a créé en fait Guillaume Lydie et que j'ai codé et qu'on met en vente régulièrement. Il est pas mal son indicateur, il est même super bien parce qu'en fait on arrive à repérer pour ainsi dire les débuts de retournement ou les potentialités retournement de marché. Et si c'est bien géré, moi je l'utilise avec les points pivots. Ah oui tiens, point pivot, j'adore. Je me suis fait 2 indicateurs points pivot à l'exprès pour repérer jusqu'à l'annuel, même trimestriel. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé du trimestriel, je savais pas que ça pouvait se faire. Donc les points pivots, ouais, annuel, trimestriel, mensuel, avec le GPOT et avec les bougies Aikanashi, c'est le trio gagnant. On fait des bons ratios gains, ouais, pas mal, pas mal. Je les aime bien. Après le RSI, alors le RSI c'est l'indicateur classique, distribué, tout le monde l'utilise, trader professionnel et tout ça. Pétard, j'ai eu un mal fou à le comprendre. Pour moi, le RSI, c'est un gamin qui écrit un graphique comme ça, n'importe comment. En plus, il tremblote un peu le gamin. Mais quand on arrive à comprendre le sens du RSI, parce qu'en fait c'est ça, le RSI, comme tout indicateur, c'est juste des courbes sur un graphique, c'est pas top. Mais quand on arrive à comprendre comment les utiliser, et ce que ça veut dire réellement, et surtout quand on apprend à les mixer avec d'autres indicateurs, parce que bon, ce que je faisais au début comme erreur, c'est que pour moi il y avait un indicateur, un seul. Ben non, en fait c'est con. Un indicateur te fournit un bout de la phrase. L'autre indicateur te fournira un autre bout de la phrase, et puis potentiellement un troisième pour compléter la phrase. Voilà, ça c'est très intéressant. D'ailleurs au début, mes premiers bouquins, c'était le bouquin de Thierry Clément qu'on voit derrière, hein. Guide complet de l'analyse technique. Bon, c'est un bouquin pour les pros, j'en ai chié, mais c'est vachement intéressant. Après coup, enfin, vaut mieux prendre des petits bouquins plus faciles d'accès avant de taper dans ce truc-là quand même. Et puis un autre bouquin qui s'appelle Comprendre et utiliser les indicateurs techniques. Ouais, donc j'ai eu ce genre de bouquins. C'est des bouquins qui montrent tous les indicateurs, enfin une grande partie des indicateurs, plus ou moins professionnels, qu'on trouve pas forcément sur les plateformes genre MetaTrader ou d'autres, mais qui permet d'apprendre comment ça fonctionne. Donc c'est intéressant.
Voilà, donc pour en revenir à la question initiale, donc indicateur préféré, donc les bougies Aikanashi que j'aime bien, les points pivots j'adore, le MACD 0 lag, le stochastique, faudrait que je me remette un peu dedans, mais j'ai un peu laissé tomber depuis quelques temps, le RSI, alors je fais beaucoup d'analyses là sur des stratégies que je trouve sur internet, et je découvre en fait des indicateurs qui ont leur petit côté sympa quand même. Après, il y a un chapitre assez rigolo. Organisation pour l'activité de trading. Alors, normalement, quand je trade, je regarde les news économiques. Quand je trade, généralement, je regarde les news économiques. C'est toujours le travail un peu particulier parce que ma plateforme a une heure qui n'est pas forcément celle des différents sites, mais j'arrive à combler le truc et à regarder surtout pour identifier les moments donnés où faut pas trader. Voilà, des news importantes. Enfin, je ne filtre que sur les news importantes. Les news moyennes et faibles, je les évite. Mais du coup, ouais, je regarde ça, les news. Et après, je fais mon choix de marché. Alors, j'ai toujours du mal. C'est pour ça que je suis pas un bon trader, en fait. Je suis gourmand. Donc, je choisis les marchés que j'utilise. Souvent, je le fais parce que, bah là, de plus en plus, je me mets vraiment sur les indices américains, SP500, voire Nasdaq. Nasdaq, tout à l'heure, je l'ai pas dit, tiens. Alors, pourquoi Nasdaq et pas le Dow? Parce que le Dow, c'est les 30 plus grosses entreprises. Le Nasdaq, il y en a 100 et SP500, il y en a 500. Et donc le Dow il sera plus violent, le Nasdaq un peu moins et le SP beaucoup plus souple. Voilà, suivant le nombre d'entreprises. Voilà, généralement c'est comme ça que je le comprends. Donc ouais, l'organisation, donc j'organise mon temps, j'anticipe pas assez personnellement. J'anticipe pas assez mes sessions, je fais pas d'analyse fondamentale des différents marchés, je me renseigne pas forcément trop et pas assez sur les économies, sur les news, même si je vais sur Forex Factory et puis j'ai le calendrier. Mais je pense pas préparer suffisamment mes sessions de trading. J'ai pas réellement de sessions de trading d'ailleurs. Je suis pas un trader actif par rapport au marché. Et du coup, j'ai pas eu l'habitude de me préparer. Alors mentalement, si, hein, généralement quand je vais sur les marchés, zen, mais j'ai pas de plan prédéfini. J'ai des outils. Je me suis créé un outil d'ailleurs qui calcule ma taille de position parce qu'avant j'avais pas ça. Avant, j'allais sur les marchés, ma bite et mon couteau, comme on dit. C'était un peu sauvage, Greystock aux commandes. Maintenant, j'ai créé mes outils de money management qui permettent de calculer automatiquement par rapport à ce que je veux, moi. Donc, soit le risque, soit la taille de stop, soit le montant que je veux investir, que je veux risquer. Et ça me calcule automatiquement la taille de position. Enfin, c'est pas mal. Et ce qui fait que je vois réellement ce que je dois positionner dans ma configuration, comment je le fais. Et ça m'évite les bêtises. Parce que sinon, je fais des bêtises. Donc j'ai cet outil qui me permet de faire ça, j'ai aussi le même outil qui me permet de suivre ma progression dans la journée, sur le marché, dans le mois, et donc ça permet de connaître mes limites. J'ai aussi d'ailleurs, cet outil me met aussi mes limites de gain, mes limites de perte. Quand j'atteins ces limites, j'arrête. Alors limite de perte, j'arrête. Limite de gain, si j'ai fait 2%, je peux en faire 3. Voilà. Bon, toujours l'appât du gain. Donc voilà, mais j'ai ça. Après, donc la préparation mentale, je la fais pas assez non plus. Je suis pas assez dans le côté, je devrais faire un peu de zen attitude avant d'être sur les marchés. J'ai tellement de choses à faire que je suis toujours un peu à l'arrache. Et le trading à l'arrache, non, ça se fait pas. Voilà. Par contre, le débriefing, alors à l'époque, quand j'étais vraiment un peu plus trader actif, je faisais toujours du débriefing pour regarder. Je listais d'ailleurs, j'avais un fichier Excel, un fichier Word d'ailleurs, non Excel,
où j'indiquais prix d'entrée, prix de sortie, le pourquoi j'avais pris, quelle était la stratégie, pourquoi j'avais pris. Est-ce que c'était parce que la bougie était devenue verte? Est-ce que c'était... Voilà. J'expliquais tout, mais ça me cassait les noix, mais grave. C'est long. Sauf que ça m'avait aidé malgré tout à suivre ma progression pour regarder effectivement quand je perdais ou quand je gagnais, qu'est-ce que j'avais utilisé comme technique. Et ça m'avait permis en fait de dire, à cette technique-là, quand j'utilise, bah elle marche. Celle-là, quand j'utilise, bah c'est de la merde. Donc ça m'avait aidé à recentrer en fait mes stratégies vers les stratégies qui fonctionnent et non pas celles qui sont un peu instinctives, genre l'instinct du mec qui a le doigt crispé sur la souris, quoi. Voilà. Là, depuis quelques temps, je suis même débordé par les vidéos, la chaîne YouTube que je suis en train de créer, par tous mes logiciels, le site internet que j'ai créé, les logiciels que je suis en train de reprendre pour les stabiliser, pour vraiment les mettre en vente et que les gens qui les achètent n'aient pas de problème. Tous mes autres projets de faire des cours sur la programmation, de faire des ateliers, enfin ça prend un temps fou ce truc. Donc là, je vous avoue que le trading ces temps-ci, ouais, je parle de trading, ouais, mais j'ai pas le temps d'en faire. Et il vaut mieux d'ailleurs que j'en fasse pas. Parce que du trading comme ça fait à l'arrache entre deux prises ou deux montages, c'est pas la peine, ça sera n'importe quoi. Donc pour l'instant, je peux parler que de l'organisation que j'ai eue à une époque où j'étais vraiment plus dans la partie trading, où vraiment j'étais sérieux. J'ai eu des moments non sérieux, mais quand j'étais sérieux, et vraiment cette préparation, cette analyse de stratégie, ce choix des marchés, le choix des unités de temps, avec le suivi chaque fois que je faisais un trade pour marquer ce que je faisais, et l'analyse derrière pour regarder ce que j'avais réussi et choisir ne pas recommencer les mêmes erreurs que la veille. Ça, il y a vraiment quelque chose avec un suivi graphique de la progression. Et quand j'avais des baisses, comprendre d'où venait cette baisse, pourquoi la baisse était là, et pourquoi en un ou deux trades, j'avais perdu l'équivalent de 2 jours de boulot, quoi. Voilà, ça, je devais le comprendre pour ne plus que ça se reproduise. Et quand je le faisais de façon sérieuse, ça marchait bien. Mais voilà, j'ai tellement de choses à faire que j'arrive pas à garder ce sérieux dans le trading. C'est pour ça d'ailleurs que je suis moins actif. Chapitre la plus grosse erreur de l'invité. J'en ai fait plein. Ah non, mais la plus grosse erreur. La plus grosse erreur. Alors, j'hésite entre deux en fait. La plus grosse erreur qui a failli me coûter ma famille, ma vie, c'est les rêves que je mettais dans le trading. C'était la plus grosse erreur. Quand j'ai commencé le trading, comme je disais, je raconte dans l'autre vidéo, et puis là aussi je peux vous le dire, c'est que pour moi le trading c'était ma porte de sortie vers mon métier, vers mon emploi qui me cassait les noix et qui me plaisait plus. Donc le trading, j'ai mis une force et une attente dans le trading qui était beaucoup trop grosse. C'est que le trading, ça passe ou ça casse. Et le trading, ça passe pas comme ça. Donc ça a cassé. Et je pense que quand on met beaucoup trop d'attentes, alors c'est dans le trading, mais ça peut être dans autre chose. Ça peut être aussi dans une personne, dans une relation, enfin franchement ça peut être tout, hein, même dans une école, dans une formation. Quand on met trop d'attentes, on a le fort risque d'être déçu, et si l'attente correspond à sa vie, pour ainsi dire, si on met tous ses espoirs dans un truc pour notre vie, si ça marche pas, je vais faire vite, mais la vie est foutue. Et ça m'est arrivé avec le trading. J'ai mis beaucoup trop d'espoir dans le trading. Beaucoup trop d'espoir. Et donc du coup, j'ai fait tout pour que cet espoir réussisse et que ça émulsionne, quoi. Il y a quelque chose derrière. Et je me suis focalisé sur des opérations et des actions et des travaux qui étaient à côté de la plaque, quoi.
mais parce que je voulais surtout faire grandir cet espoir et le faire réussir. Je pense que mon erreur, ma plus grosse erreur, ça a été ça, parce que ça m'a mené très très loin dans le désespoir. Espoir, désespoir. Ouais, j'ai fait la vidéo, hein. Franchement, allez la voir. Je vous raconte vraiment ce que j'ai vécu, et vous allez voir qu'en fait, mettre trop d'espoir dans quelque chose, on finit par faire des conneries pour à tout prix garder cet espoir en vie, et en fait, on finit par faire des trucs complètement débiles. Et ouais, ça m'a mené presque à ma perte, c'était pas agréable. On met du temps à s'en remettre. Et après, les blessures sont là, hein. Quand il y a des blessures profondes, on dit bien, ouais, je vais mieux. Non, mon con, c'est vrai. Les blessures, elles sont là, les cicatrices, tu les vois encore. Donc ouais, non, mettre trop d'espoir dans le trading, ou dans autre chose, mais en tout cas là, on parle de trading, ça a été ma plus grosse erreur. Et dans la formation que je fais, justement, et dans tout ce que je fais comme vidéo, je le répète, parce que j'aimerais éviter que les gens fassent la même erreur que moi, parce que c'est très très douloureux, et très blessant, et très destructeur, c'est de ne pas mettre son espoir dans des gens qui vendent de l'espoir. Il y a une bande de... Ah non, faut être poli. Il y a une certaine catégorie de gens, on va rester poli, qui vendent le trading comme si c'était voilà, la poule aux œufs d'or, quoi. Ça va, t'as un compte à 200 €, t'investis 10, tu gagnes 2000, t'es millionnaire à la fin de l'année, tu brasses du pognon, t'as la grosse voiture, t'as la coupe de champagne, tu prends des gens pour des sous-merdes, t'as des gonzesses qui sont à tes pieds, ou des mecs baraqués, si t'es nana, qui sont à tes pieds, et qui te voient comme étant le messie. Ça m'exaspère, quoi. Parce que c'est pas ça le trading. Le trading, c'est pas ça. Le trading, c'est un métier, c'est du job, c'est de la formation, c'est du boulot, c'est de l'investissement, c'est de l'entraînement. Putain, le champion du monde de, je sais pas, de n'importe quel sport à la noix, là, il n'est pas devenu champion du monde comme ça en se levant le matin qui dit tiens, je vais être champion du monde. Non, le mec il travaille tous les jours, quoi. C'est de l'entraînement, c'est le mec qui s'investit, quoi. Ben, le trading c'est pareil. Moi je suis devenu développeur informatique, j'ai eu des prix, j'ai eu différents trucs. Ouais, mais ça s'est fait parce que quoi? Parce que d'une part j'étais passionné, mais j'ai passé des heures de taré dedans. D'ailleurs c'est marrant parce que quand j'ai découvert l'informatique, le copain, je m'appelle toujours, le pote qui m'a fait découvrir l'informatique, il était comme ça, alors c'était en 81. 1981, l'informatique, début. Et moi je zonais dans la cour du lycée, et j'ai vu un de mes potes qui était assis dans une pièce avec gants, parce qu'il est dans une région froide, et il tapotait sur un petit PC, sur un clavier. Je dis mais qu'est-ce que tu fous? Viens zoner avec moi, quoi. Qu'est-ce que tu fous là? Il me dit non attends, je fais de l'informatique, c'est génial. C'est quoi? Il me dit ah tu programmes ton ordinateur pour qu'il fasse le boulot à ta place. Tu peux répéter ça? Un ordinateur peut faire le travail à ma place. Et du coup, depuis, c'est ma passion. Bon, j'avoue que depuis, j'ai beaucoup travaillé pour les ordinateurs. Donc je pense que j'ai dû rater une bifurcation à un moment donné. Mais c'est pareil, tous les remerciements et toutes les réussites que j'ai eues en informatique, dans la programmation, c'est parce que j'ai trimé jusqu'à des 19-20 heures par jour dans l'informatique, parce que c'était mon truc, quoi. Et aujourd'hui, ce que j'arrive à faire, c'est parce que j'ai eu ce travail. Bah, le trading, c'est pareil. Le trading, moi, je croyais que le trading, fallait acheter quand le prix était en bas et vendre quand le prix était en haut, et t'étais riche à la fin de la semaine. Oui, d'une certaine façon, c'est ça. Théoriquement, c'est pas faux. Pratiquement, c'est totalement différent. Qu'est-ce que t'as, le chien? T'es d'accord avec moi? Bah oui. T'es d'accord avec moi. Enfin voilà. Donc ça c'était la plus grosse erreur. L'autre plus grosse erreur, parce que j'en avais deux tout à l'heure en tête, donc la plus grosse erreur c'est le côté surtout de ce qu'on met en attente. Et les autres erreurs, parce qu'en fait il y en a plusieurs, c'est d'avoir pété mon compte parce que je cherchais toujours le plus. Donc l'appât du gain. Voilà, on va dire l'appât du gain. Quand on a une position ouverte et qu'elle fait, je sais pas moi, 10 pips, prenons les 10 pips. Non,
c'est toujours à la recherche de dire, bah, s'il y en a 10, il peut y en avoir 20, et puis il peut y en avoir 30, et puis il peut y en avoir 40, et on finit par en avoir moins 20. Parce que le marché, il est pas linéaire. Donc, ça, c'est une erreur que j'ai fait de façon régulière. De façon régulière, c'est que je n'arrivais pas à prendre ce que j'ai. Non, j'en veux toujours plus. L'appât du gain. Donc, l'appât du gain, ouais, je pense que c'est une erreur. Alors, je pense que je suis pas le seul trader à le faire. Il y en a beaucoup qui le font. J'ai appris dernièrement que au Japon, je crois que c'est traders japonais, eux, donc ils définissent dès le début la perte potentielle et le target, donc le stop loss et le take profit. Et si le take profit est atteint, ils s'en félicitent. Si le marché redescend, ils s'en félicitent. Si le marché va plus loin, ils s'en félicitent. C'est-à-dire qu'ils sont sur un principe où j'ai fait une analyse, j'ai pris la position, je m'étais donné cet objectif-là, il a été atteint, après qu'il aille où il veut le marché, on s'en cogne. Mais mon analyse était bonne, mon objectif était bon, j'ai ce que je voulais, merci beaucoup, au revoir, à demain. Et en plus, je crois... Qui c'est qui m'a dit ça? Je crois que c'est Guillaume Lydie, je crois qu'il m'a raconté ça. Je crois que les traders japonais, au bout de 3 trades consécutifs en gain, je crois qu'ils sont foutus dehors, quoi. Alors non, on les vire pas. Non, on les oblige à décrocher du marché et d'aller soit se défouler, voilà, pour vraiment se décrocher de l'aspect je suis le warrior, quoi. Je suis le mec qui va défoncer le marché. Et je trouve que c'est vachement bien. C'est vraiment une discipline. Alors, les Japonais ont une éducation particulière. Peut-être que pour eux c'est bon. En tant que Français, ça me paraît difficile de résister à l'appât du gain. On a comme une éducation particulière. Mais cette idée est vraiment super bien, quoi. On devrait, quand on prend une position, définir un stop, bon ça c'est évident, définir un target, et point. Le target est atteint, on a fait notre taf, nickel, passons à une autre analyse, regardons autre chose. Et ça, j'arrive pas à le faire. Non, l'appât du gain, ouais. Donc en fait, voilà, donc mes 2 grosses erreurs, parce que j'en ai d'autres, hein, mais ceux-là, c'est les plus grosses, on a dit. Les 2 plus grosses erreurs, donc c'est le côté, l'espoir dans le trading, qui est une énorme erreur, mortelle, et le côté appât du gain, qui peut faire perdre des trades qui sont à un moment donné bons, donc c'est couillon. Voilà, c'est couillon, c'est couillon. Bon, maintenant, le plus gros succès de l'invité, et donc le plus gros succès, écoutez, le plus gros succès déjà c'est d'être resté en vie, parce que vu ce que j'ai vécu, ça aurait pu très très mal finir. Donc déjà, avoir eu la force de dire stop avant que ma descente aux enfers aille plus loin et que mon désespoir lié au trading, pas que au trading, mais en tout cas à cause ou lié au trading aille trop loin, c'est une super victoire. Après, bon, ok, ça j'en ai parlé plusieurs fois. Sinon, en parlant de trading, ma plus belle victoire, mon plus beau succès, c'est mes 15% d'augmentation de capital en un seul trade. Ouais, ça, c'est génial. 15% d'augmentation. Après, bon, ok, c'était pas forcément... Bref, je vais vous raconter comment ça s'est passé, vous allez voir. Donc, j'étais en séance de coaching avec Jérôme Mangin, que j'adore. Et il est très pédagogue, il avait pris pour mission de prendre 100 traders qui s'étaient enregistrés et de les mener en fait à un certain niveau de compétence et de connaissance pour avoir les moyens de réussir. Donc moi j'ai pris, forcément, Jérôme a son style, mais en tout cas j'aimais bien le style parce qu'en fait il restait quand même, il rentrait dans le détail de comment préparer une analyse, comment réfléchir, comment savoir dans quelle orientation du marché on pouvait se placer et pas prendre tout et n'importe quoi. Et c'était vraiment bien.
Et donc un jour, on travaillait toujours sur l'ouverture des marchés américains, sur le Dow Jones. Et on était donc une journée, il nous explique avant l'ouverture, il remonte dans les unités de temps supérieures, journée, mois, année, mois, week-end, journée. Enfin voilà, c'était bien. Et il nous montrait que effectivement le marché était globalement haussier, qu'on allait nous se focaliser que sur les positions haussières pour rester dans la tendance et avoir le maximum de chances d'avoir effectivement un mouvement dans la dynamique du marché. Donc c'était très très bien expliqué, tout ça. Moi j'étais chaud, j'avais déjà préparé le truc, mais j'étais chaud. Très très chaud. Et puis Jérôme nous avait dit, vous allez voir là, bon, on va attendre l'ouverture. Et si le prix arrive sur ce niveau-là de support, à ce moment-là, on va voir si on achète. Soit le niveau est breaké et à ce moment-là, on verra le niveau après. Mais de toute façon, on va pas prendre à la vente. Le marché globalement était haussier. Donc, mais il avait dit, donc si jamais le prix rebondit sur ce niveau-là, on partira avec un achat. Et donc le prix est descendu à ce niveau et dingue, il a commencé à remonter. Là, tout de suite, j'ai pris Jérôme pour un prophète. Non, je déconne. Non, j'ai trouvé surtout que son analyse était très pertinente et qu'il y avait vraiment un travail de fond en amont qui permettait de savoir où on pouvait focaliser notre effort de concentration et ce qu'on pouvait faire après. Et ça, c'était très très bien. Quand il a dit moi j'achète, moi j'ai même pas cherché à réfléchir, j'ai cliqué sur le bouton et je suis parti en achat. Tout. Bon, j'ai mis un stop, quand même. Alors j'avais pas mes outils à l'époque, mais bon, le stop globalement il était raisonnable. Il était court surtout, parce que je voulais rapidement être positif. Et le marché, le Dow Jones, il est assez dynamique comme marché quand même, surtout à l'ouverture. Il est parti comme un taré. Rapidement, j'ai pu mettre mon stop à break-even. Donc ça déjà, on respire. Le marché a continué de monter, donc j'ai mis mon stop à break-even plus. Comme ça, s'il redescend, j'ai au moins des gains. C'était très très bien. Après, le stop, on peut le faire en trading stop, mais faut pas non plus coller le prix trop près. Surtout le Dow Jones, il est assez nerveux, donc faudrait pas qu'il tout saute un peu et que ça me pète mon stop. Donc après, on a une zone de consolidation, tranquille. Après, c'est remonté à la hausse. Là, j'ai pris de nouveau une position à la hausse avec un stop. Et mon deuxième stop était autofinancé par le premier, qui était en gain. Et parce que mon stop, en fait, il est monté au niveau du deuxième stop. Donc j'avais deux stops au même niveau. Un qui était perdant, on va dire, je vais dire des chiffres au hasard, était perdant de 1%, et l'autre était gagnant de 3%. Donc si le prix redescendait, je gagnais encore 2% de mon capital. Donc très très bien. Sauf que là, au lieu d'avoir une position ouverte, j'en avais deux. Donc à chaque fois que ça montait, je gagnais 2 fois plus qu'au début. Dès que j'ai eu l'occasion, mon deuxième stop, je l'ai mis à break-even. L'autre stop a monté aussi. Et après, le deuxième stop est monté aussi plus haut. Le deuxième a suivi. Il y a eu une deuxième zone de consolidation où le marché s'est un peu stabilisé avant, encore une fois, de repartir. Et je l'ai fait 3 ou 4 fois. Je crois que c'est 4 fois. Le quatrième, c'était jour quand même. Ouais, c'était très très jour la quatrième fois. Mais je crois que j'ai pris 4 fois. Et en fait, j'étais gain. Même si le marché, il s'écroulait, de toute façon, j'étais gagnant. Mes stops étaient gagnants. J'en avais au moins 3 de gagnants. Le quatrième était un peu light. Et quand j'ai vu le marché qui commençait à... Je sais pas. J'ai senti que... On s'approchait, en fait, on avait tracé avant des lignes de support et de résistance. Et on s'approchait dangereusement d'une ligne de résistance où, on commence à accumuler des risques. Là, j'ai fermé. J'ai tout fermé, donc mes 4 positions étaient en gain. Et le cumul des 4, avec l'histoire de pyramider automatiquement, avec de l'autofinancement du dernier stop par les précédents, c'était génial. Et là, j'ai fait plus 15%. C'était génial, j'ai adoré. Franchement, essayez un jour. Plus 15%, c'est cool. Sauf que maintenant, je pense que sur ce trade-là, j'avais vachement bien géré
un peu trop sportif quand même. Mais j'avais bien géré le côté autofinancement de la position précédente sur le relancement. Enfin sur la deuxième position. Ça c'était bien calculé et je m'étais auto-protégé, c'était pas mal. J'avais été un peu sportif quand même, c'était vraiment le truc au raccro. Donc si le marché avait eu un peu plus d'hésitation, je pense que je clôturais plus tôt et ça, j'aurais pas fait mes 15%. Mais voilà, ça a bien marché et je pense avoir assez bien géré ce côté pyramide, vraiment sympa. Par contre, la question que je me suis posée après, et que je me pose encore maintenant, c'est que avec Guillaume, on avait tracé les lignes de support et de résistance en prenant les unités supérieures. Est-ce que solo, j'aurais tracé les lignes de support et résistance et est-ce que j'aurais pris la position à l'endroit où le marché s'est arrêté pour repartir? Ça, je sais pas. Et c'est ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, tellement j'étais attiré par l'appât du gain que je ne me suis pas focalisé sur l'aspect technique et pré-analyse. Donc malheureusement, ce coaching ne m'a pas apporté ce que je voulais. Mais je pense qu'à l'époque, j'étais plus orienté vraiment dans une recherche du gain. J'ai jamais vraiment été, dans la période où j'étais là, recherché pour apprendre le trading. Non, c'est pas ce que je voulais en fait. Je disais que je voulais apprendre, mais je pense que intérieurement, c'est pas ce que je recherchais. Je recherchais l'appât du gain. Je voulais du pognon, de la thune, du cash. Et c'est ça que je voulais en priorité. Et j'avais pas de méthode, et j'avais pas l'état d'esprit pour apprendre une méthode. Donc j'ai eu 15%, donc waouh. Mais j'ai pas fait exprès. Quelque part, j'ai pas fait exprès. Voilà. Mais c'était une belle réussite. Quand même 15%. Voilà, donc ça on peut dire que c'était mon plus gros succès quelque part. Alors après, il y a le chapitre les conseils pour les débutants, ce que peut dire un copain qui désire commencer. Mets pas tous tes espoirs dans le trading, amuse-toi avant tout. Déjà, forme-toi. Forme-toi. Le trading, c'est comme si on disait l'informatique ou la mécanique. Ouais, ou le spatial ou la construction, ce sont des domaines. Le trading est un domaine. Dans ce domaine, il y a des sous-domaines. Et dans les sous-domaines, il y a des sous-domaines. Et on finit par avoir un truc. Et le trading, quand on commence dedans, en fait, on ne voit que l'argent, que le pognon, que la réussite. Mais non, on doit concentrer, on doit s'essayer sur différentes stratégies, on doit comprendre les indicateurs, comprendre le fait qu'un indicateur n'est pas la voie supérieure, que des fois un indicateur peut être un indicateur lié à la volatilité, un indicateur peut être lié vraiment au price action, un indicateur est lié, je sais pas moi, à d'autres concepts des marchés financiers, et que faut mélanger intelligemment les indicateurs les uns avec les autres. Alors déjà, faut comprendre l'indicateur, faut comprendre à quoi il sert, à quoi il peut servir et qu'est-ce qu'il peut apporter comme information. L'information sera forcément incomplète. Donc si elle est incomplète, qu'est-ce qui lui manque? Et pour combler ce qui lui manque, quel est l'autre indicateur qu'il lui faudrait? Quelle autre information il lui faudrait? Et avec déjà cette compréhension des indicateurs les uns après les autres, on peut, c'est comme des puzzles, en fait on a des formes et on peut les assembler les uns avec les autres. Alors ça ne donnera pas une réponse à 100%, on n'aura pas l'information idéale pour faire des prises de position tout le temps. Mais on passera peut-être de 42% d'informations utiles à 65, peut-être à 75. Mais c'est bien déjà. Si on a 75% d'informations cohérentes et qu'on a après la technique pour calculer la perte et le gain et le ratio gain sur perte qui fait qu'on a un ratio de 2 par exemple, si vous avez une stratégie de 75% de taux de réussite et un ratio gain sur perte de 2, vous êtes gagnant.
vous êtes gagnant, c'est évident. Même une stratégie à 50% de taux de réussite et un ratio de 2, vous êtes gagnant. Bon, à ça. Mais vous êtes gagnant. Et c'est ça qu'il faut construire. Mais il y a tellement de choix à faire, tellement de choix à faire. Justement, moi, je me suis trompé quand j'ai commencé le trading. Pour moi, j'ai vu le trading comme étant du trading. Non, 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 parce que chaque indicateur veut dire quelque chose, chaque marché a sa manière de fonctionner, chaque unité de temps a ses contraintes et ses avantages, ses inconvénients. Chaque heure de trading est particulière, parce que quand les marchés sont ouverts en Amérique ou en Asie ou en Europe, ça n'a pas les mêmes réactions. Les marchés n'ont pas la même vie. Mais c'est comme nous, quoi. La nuit, on n'a pas le même rythme cardiaque que la journée. Hein. Et en fait, tout ça, il faut cumuler. C'est ça, je pense que c'est ça la difficulté. Et on doit prendre l'information au fur et à mesure. On doit apprendre les indicateurs, apprendre à quoi ça peut servir, lire des bouquins comme j'ai derrière ou d'autres. Hein. Avant de lire des techniques, les techniques, on s'en fout. On s'en fout. Pour commencer, il faut comprendre le b.a.-ba. Il faut comprendre ce que c'est que la lettre A, la lettre B, la lettre C, et c'est avec ces lettres-là qu'on fera des mots. Et avec les mots, on fera des phrases, et avec les phrases, on fera des histoires. C'est tellement basique comme truc. Sauf que non, quand on commence le trading, on veut une stratégie pour gagner de la thune. Non mais attends, stratégie, ça veut dire comprendre le marché, comprendre les indicateurs, ça veut dire un tas de choses. Non, un môme qui commence à vouloir lire, il va pas lire une histoire avant d'avoir appris les mots. Ça n'a pas de sens. Et je pense que c'est ça, il faut vraiment définir une gradualité, je sais pas si ça se dit. Enfin bon, marche après marche. Voilà, c'est pour ça que moi dans la formation que j'ai faite, elle est chiante hein, peut-être parce que je commence vraiment de la base. Dire, commençons par la base quoi. Commençons par la base et puis restons conscients que un indicateur n'est pas la parole de Dieu ou d'un Dieu. Non, un indicateur est une information mathématique basée sur des informations reçues du marché. Des indicateurs ensemble fournissent une information plus cohérente. On peut en faire une stratégie. La stratégie, c'est pas que des indicateurs, c'est aussi la gestion de son compte, le money management, l'investissement, la diversification, éviter de s'éparpiller, ne pas partir du principe que puisque la stratégie fonctionne sur l'euro-dollar, elle marchera sur le Dow Jones. Ben non. Non, c'est pas parce que tu as 2 chevaux, elle roule très bien sur la départementale que tu vas te taper un circuit de Formule 1 et que tu vas doubler tout le monde. Ça reste une 2 chevaux mon ami. Hein. Et le circuit n'est pas le même. Donc voilà, faut vraiment s'adapter. Et la difficulté qu'il y a, et que j'ai pu voir aussi, et que j'ai vécu aussi, c'est que on mélange tout. Un marché est un marché. Non, non, l'euro-dollar, c'est l'euro-dollar. C'est pas l'USD-JPY, c'est l'euro-dollar. Donc une stratégie qui est pour l'euro-dollar ne marchera pas forcément pour l'USD-JPY. Une stratégie qui marche sur l'euro-dollar en daily ne marchera pas forcément sur l'euro-dollar en M5. Ça veut dire que quand on trouve une stratégie, alors qu'on les trouve sur internet ou ailleurs, hein, ou dans les bouquins, regardons bien plusieurs choses. La stratégie, à quelle époque elle a été créée? La stratégie, sur quel marché elle a été utilisée? La stratégie, avec quelle unité de temps elle a été utilisée? L'unité de temps est particulière parce que plus on monte dans les unités de temps, plus on a des volumes, des gros volumes, parce que c'est les gros traders, c'est les gros centres de gestion, voilà, c'est des gros volumes d'argent, donc du coup, le marché, il a une cohérence. Plus on descend, plus on est bruité par des petits mouvements, alors par des banques plus petites ou par des petits traders, enfin bon bref, c'est du bruit. Et on peut pas se focaliser sur une stratégie basée sur les gros mouvements, basée sur une stratégie qui est sur un temps beaucoup plus petit où c'est que du bruit. Ça va être des fausses détections du début à la fin. Pareil, le marché. Le marché, il a été fait quand? Enfin, cette stratégie que vous trouvez,
Elle a été faite quand? Ah, elle date de 80. Ah, 80, 1980, d'accord. Il n'y avait pas les ordinateurs à l'époque comme aujourd'hui, il n'y avait pas tout ce qui est IA comme on dit aujourd'hui, il n'y avait pas le nombre de traders, les volumes aujourd'hui. C'est deux époques, hein. Deux époques, deux marchés, deux choses différentes, deux trucs différents, c'est différent. La stratégie qui marchait en 1980, ou que le mec il vous vend, hein, il vous vend pour dire putain, ça marche. On est en 2020 et quelques. Ça marche peut-être plus, hein. Donc voilà, ne pas rêver à ce qui est montré parce que tout est caractéristique de modification et d'évolution. Il faut faire vraiment gaffe. Alors maintenant, j'ai quoi? J'ai les secrets de l'invité. J'ai pas de secret. Non, j'ai pas de secret. Une stratégie, j'en ai plein, parce que là c'est marqué libre d'indiquer une stratégie, une technique perso et un mode de relaxation. Alors le mode de relaxation, faut vraiment être zen. Dans les marchés, faut vraiment être zen. Et je crois que moi, à chaque fois que j'ai cherché à trader pour gagner du pognon, à chaque fois j'ai perdu. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'une fois, j'ai analysé beaucoup de stratégies. Hein. Vraiment, j'en ai brassé des tas et des tas quand j'ai fait mes logiciels ou quand quand je cherchais ma solution. Et donc, je passais souvent entre beaucoup de comptes démo parce que j'avais 3 PC qui tournaient pour faire mes backtests et tout ça en parallèle. Et donc, j'étais toujours sur des comptes démo. Et quand je testais mes stratégies, même manuellement devant des comptes démo, enfin sur les marchés, vraiment j'étais technique. Je travaillais vraiment sur la technique, donc j'étais dans le côté mathématique avec c'était très technique. Et il n'y a pas d'émotion quoi, parce que quelque part je bouffais pas mon pognon, c'était du démo, donc aucun problème. Donc c'était vraiment si cet indicateur dit ça et je suis là et le marché est là, je fais achat, sinon je fais vente. C'était très mécanique. Quand j'étais sur les marchés en réel, que j'ai essayé de gagner du pognon, parce que là j'avais ma courbe de progression, je voulais vraiment la faire monter au maximum. Là j'avais les boyaux à l'envers et c'était pas très mécanique, vraiment pas très mécanique. Et une fois que comme ça, j'analysais une stratégie, et j'étais vraiment dans le côté mécanique, tout ça, et j'ai ouvert une position, j'ai mis le stop, tout ça, j'ai géré correctement, le take profit, j'ai vu que le marché allait dans le bon sens, donc j'ai monté mon stop, j'ai mis en break-even, tout ça, c'est monté, j'étais assez content, et j'ai fermé, j'ai senti que le marché arrivait sur je crois que c'était pour un achat, je crois. Bref, j'arrivais sur une résistance, je dis bon maintenant je ferme le marché, tout ça, la stratégie a l'air pas mal quand même. Et là j'ai regardé, je dis j'étais pas en démo, j'étais en réel et j'ai gagné un très beau trade, alors pas le meilleur, mais j'ai gagné un très beau trade en réel. Tout ça parce que j'avais aucune émotion. Et c'est là où je me suis dit waouh, mais alors effectivement, si je bosse sans émotion en étant mécanique, ça marche. Si j'avais fait la même opération avec un marché avec de l'argent réel, je sais vraiment pas si j'aurais réussi de la même façon. Sincèrement. Parce que là, c'est mon cas, hein, attention, c'est pas tout le monde est pareil, mais parce que j'aurais voulu gagner plus. Et je sais pas déjà si j'aurais ouvert le trade pareil, je sais pas si j'aurais géré le stop de la même façon. Et je sais surtout pas si j'aurais eu l'intelligence de clôturer ma position dès que je voyais arriver au niveau de la résistance. Parce que quand je suis sur les marchés, j'en veux plus. Voilà, j'ai ce côté où je veux plus. Et je pense pas que j'aurais réussi le même trade. Et c'est là où je me suis dit, waouh, le secret est peut-être là en fait. Le secret, c'est de pas se sentir à tout prix dans l'objectif de faire grimper son capital à tout prix. Non, il faut être mécanique. Vous avez une stratégie qui est testée, que vous avez vérifiée, que vous avez validée.
comme je dis régulièrement, enfin vulgairement, il faut pas tourner du cul pour chier droit, quoi. C'est écrit, c'est tracé, on suit et ça marche. Et là, je me suis dit, eh ben ouais, effectivement, il y a une différence alors pas de technique, mais de mental, quand on est devant un marché en réel ou en démo, c'est vraiment pas pareil. Voilà, ça c'est ce que je pourrais dire sur le côté mode de relaxation. Ne pas, quand on ouvre une position, ne pas se représenter la courbe sur un tableur où on veut que ça monte à tout prix. Mais non, il y a des règles. Normalement, les règles ont été écrites, on n'a plus qu'à les suivre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu et je me suis dit, waouh, il y a vraiment une différence et c'est effectivement, il y a quelque chose. Ça, c'est le mode de relaxation. La technique perso, j'en ai aucune. J'en ai plein, j'en ai aucune donc. Moi, ce que j'aime bien comme stratégie, il y en a plusieurs que j'aime bien. Il y a l'indicateur G-Pod qu'on a créé avec Guillaume, qui marche. Alors, au début, je voulais l'utiliser comme fait Guillaume. Guillaume, c'est un scalper. Il a sa méthode, il a sa technique, il a son capital, il a sa diversification dans les marchés. Donc en fait, s'il a une position qui est un peu difficile, il la gère très très bien. Moi, j'ai un tout petit compte et dès que je commençais, j'ai voulu faire comme lui. Non, ça marche pas. Et c'est là où on voit qu'en fait qu'un indicateur ou une stratégie, c'est vraiment lié à la personnalité. Et je sais que cet indicateur avec son mode de fonctionnement, je l'ai essayé, je suis pas du tout compatible. Par contre, je me suis mis moi d'autres indicateurs de suivi de tendance ou de différentes choses. Eh ben, pétard, ça marche, mais c'est ma méthode. Donc moi, ce que j'utilise, c'est, alors j'ai différentes stratégies. Le HMA, l'indicateur HMA que j'adore. Le HMA en multi-time frame avec deux unités l'une sur l'autre pour regarder la tendance de fond et la tendance dans l'unité de temps que l'on a. C'est super intéressant. On a une confirmation de la tendance du mouvement et franchement ça fonctionne très très bien. J'avais essayé les guppies aussi. Alors les guppies, je sais pas si vous connaissez, c'est des drapés, c'est plusieurs unités plusieurs moyennes mobiles, des rapides et des longues. C'est très beau à voir. Ça permet de filtrer les zones de range parce que les moyennes mobiles ont une gueule vraiment dégueulasse. Donc on sait comme ça, on zappe totalement. Et dès que tout est aligné, comme les planètes sont alignées et les moyennes mobiles, eh ben écoutez là, ça signifie qu'on est dans un truc qui est pas mal et que l'on peut prendre quelque chose. Bon, mais c'est plus, voilà, je les ai découverts, j'ai créé l'indicateur, je les ai utilisés un peu. Ouais, ça marche, c'est pas mon kiff, quoi. Voilà, peut-être que d'autres adorent, mais moi c'est pas mon kiff. Un truc que j'aime bien, c'est les points pivots. Franchement, j'adore les points pivots. D'ailleurs, il y a Benoît Rousseau, qui utilise Aikanashi avec les points pivots. Alors lui, il fait du scalping, mais du scalping au tic, donc c'est... j'ai pas ce niveau, et j'ai pas non plus le marché et la plateforme qui va bien. Mais je m'en fous. C'est pas mon truc, le scalping. Par contre, les points pivots, le Aikanashi pour les bougies, et potentiellement le HMA que je mets en dessus pour confirmer le truc, waouh, ouais, c'est pas mal, hein, ça marche. Alors pas les points pivots H4, parce que ça reste sur du scalper. Et j'ai pas ça. Par contre, vous prenez les points pivots annuels, trimestriels, mensuels, hebdomadaires, oui, pourquoi pas. Plus bas, faut voir, mais il y a plus de bruit, donc c'est difficile. Mais pétard, ça marche, hein. Ah bah le marché de toute façon, quand en fait il est vu par des grosses sociétés ou des gens qui ont des volumes énormes, eux vont réagir sur ces points pivots. Et quand ils réagissent, c'est pas avec un compte à 200 €, c'est plutôt 200 millions d'euros. Donc quelque part, ça va forcément le faire réagir. Et si vous arrivez là-dessus, vous faites, vous vérifiez le rebond sur ces trucs-là. L'autre il a un SMI, hein, donc vous, votre petite brouette, ça va le faire et vous allez être dans le mouvement. Et c'est quasiment garanti que si vous faites un petit mouvement sur ces points de contact de points pivots, franchement, ça va marcher du feu de Dieu. Voilà. Après, MACD, le MACD Zero Lag, j'aime bien, ça anticipe, mais le MACD, il faut déjà comprendre un peu le concept global du MACD. Ou MACD Zero Lag, c'est pareil. Il y a un concept global qui est intéressant, mais faut le mettre par-dessus un autre indicateur qui va confirmer le mouvement. Et là, vous pouvez faire des bons trucs, hein.
Voilà, après, j'ai utilisé pas mal d'autres indicateurs. Oui, alors à chaque fois, il y a du pour, il y a du contre. Et il y en a certains, je suis pas compatible. Voilà, je sais que là, j'ai un volume profile que j'ai créé là sur MetaTrader qui marche super bien. Il est très contraignant, enfin il est contraint surtout par la plateforme parce que voilà, c'est une technique particulière, j'ai pas moyen de télécharger des données directement du marché, donc bon, c'est un peu complexe. Mais il marche super bien. Je sais que je l'ai montré à des gens qui utilisent les volumes profile qui m'ont dit waouh, putain, ton truc sur des CFD, c'est étonnant, mais comment c'est précis quoi. Alors qu'en fait, ce sont des CFD. Mais ça marche très très bien. Mais j'ai essayé, moi, c'est pas mon truc quoi. Non, un volume profile, c'est pas mon truc, donc j'y arrive pas. Voilà, donc moi, c'est vraiment pour en revenir, si j'ai une technique perso ou une stratégie, c'est les points pivots, Aikanashi, HMA. Voilà, écoutez, secret de l'invité, comme je vous dis, j'en ai pas vraiment, à part ce que classiquement j'utilise comme stratégie. Et à savoir aussi que le secret, c'est de pas... Si je veux réussir, faut vraiment que j'entre dans ma tête que je travaille techniquement comme si j'étais sur un compte de démo, donc ma vie n'en dépend pas. J'ai déjà dit d'ailleurs dans les différents conseils, la vie du trading, je peux vivre sans le trading. Je suis pas en mode survie quand je trade un truc. Si je gagne, tant mieux. Si je perds, normalement j'ai mis un stop, je sais ce que je vais perdre d'avance. Et puis voilà, la gourmandise est un mauvais défaut, surtout dans le trading. Et j'en suis au chapitre numéro 10, le mot de la fin. Un sujet particulier à aborder pour partager. Partager, tiens justement, partagez cette vidéo et les autres. Non. J'ai voulu faire cette auto-interview, ça fait un peu le mec qui adore se voir en vidéo, mais non. C'est parce qu'en fait, voilà, j'ai un vécu, moi je peux que vous conseiller la vidéo que j'ai écrite sur mes débuts de trading, qui ont été violents, très très violents, qui m'ont amené vraiment à un niveau de désespoir qui était vraiment extrême. Ça, je peux que vous le conseiller. Après, oui, je pourrais dire, regardez mes vidéos, abonnez-vous, tout ça, ok, mais franchement, il y a d'autres vidéos tout aussi intéressantes, il y a d'autres forums tout aussi intéressants. Je pense que si on veut réussir dans le trading, faut s'informer au maximum et toucher un peu à tout, être curieux, vraiment être curieux. Ne pas chercher le Graal dans les stratégies, ça sert à rien. Sincèrement, ça sert à rien. J'ai usé, sur mes 10-11 ans d'expérience dans le trading, j'ai dû user 80% à chercher la stratégie, mais elle n'existe pas. Donc arrêtez, vous cassez pas les pieds là-dessus, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Par contre, quand vous avez une stratégie qui fonctionne, gardez-la. Gardez-la, parce que moi, à chaque fois que j'ai eu la fameuse stratégie que j'avais créée sur le DAX, là, elle marchait très très bien. J'aurais dû l'enregistrer, j'aurais dû l'écrire, voilà. Un truc qui fonctionne, on le prend, on le garde. C'est comme si vous achetez une voiture, elle tourne bien, votre bagnole. Ok, c'est pas une Ferrari, mais on s'en fout, quelque part, votre bagnole, elle tourne bien. Et sur l'autoroute, vous êtes doublé par une autre, qui est belle. Vous n'allez pas en changer de suite de votre bagnole. Elle roule, elle tourne. Et puis de toute façon, si vous avez un changement de voiture, vous en aurez toujours une autre qui est encore mieux, qui est plus haute, qui est plus grosse, qui est plus forte, qui est plus belle, qui est plus blanche, qui est plus propre. Et en fait, à la fin, les stratégies, c'est pareil. On en a une, elle fonctionne, elle n'est pas à 100%, mais on s'en fout, il n'y en a pas à 100%. Donc arrêtons de chercher la stratégie à 100%. Quelque part, vous avez quelque chose qui fonctionne, gardez ce qui fonctionne. Améliorer potentiellement, ajouter un petit truc. Allez, votre stratégie, elle marche quoi? Elle marche à 70%, 65%. 65%, c'est bien si vous gérez votre money management, si vous gérez vos stops et tout ça. 65% de taux de réussite sur une stratégie, c'est même très très bien. Si vous grattez 2-3 trucs et le week-end vous retravaillez sur votre stratégie en mode démo, vous regardez sur les marchés et vous vous rendez compte qu'avec une information en plus, vous filtrez 2-3 mauvaises décisions et vous passez jusqu'à 72%, c'est encore mieux. Mais votre base stratégique, elle marche bien, gardez-la. Moi, j'ai passé un temps fou et j'ai perdu un temps fou
à chercher le Graal, à chercher d'une stratégie à une autre, puis une autre, puis une autre. Pétard, mais enfin, franchement, je suis con, quoi. Franchement, vu le temps que j'ai perdu, le pognon que j'aurais pu gagner en suivant bêtement une stratégie écrite noir sur blanc et en acceptant les pertes. Parce qu'en fait, le problème aussi, c'est qu'on n'accepte pas les pertes. Bon, une perte, c'est blessant. Mais on n'accepte pas, on ne part pas du principe que les pertes font partie de la réussite du trading. Et du coup, on fait n'importe quoi. S'il y a une perte, putain, la stratégie, c'est de la merde. C'est pas la bonne conclusion, hein. Non, s'il y a une perte, c'est normal. On l'analysera après la session, donc on en fait une autre, on retravaille, on cherche pas à se refaire, ça c'est aussi une connerie ça, je vais me refaire. Non, arrêtez vos conneries. On se refait pas sur le trading, c'est perdu, passons à autre chose. Si la stratégie sur ce moment-là, ça n'a pas marché parce que le marché n'a pas réagi comme c'était attendu, eh ben ça n'a pas réagi, point, c'est tout, on passe à autre chose. On reprend la même stratégie, on garde le même marché si elle marche sur ce marché-là, et on attend l'autre opportunité, et puis la prochaine, on verra si ça marche. Si vous faites 2-3 erreurs consécutives et que la stratégie montre que 3 erreurs consécutives, c'est possible, la stratégie est peut-être pas adaptée à l'unité de temps ou au marché, ou bien carrément, il y a peut-être des news que vous avez peut-être zappé, ou il y a peut-être un Covid à la con qui fout le bordel, ou une guerre dans ce truc-là, dans sa zone de devise, qui fait que ça pose problème. Enfin franchement, ou un politicien à la noix là, qui fait un discours, ouais, ça peut être tellement de critères, et c'est pas forcément la stratégie qui est mauvaise. Non, c'est le contexte, potentiellement, ou la stratégie qui est mauvaise. Bon d'accord, mais on l'améliore, une stratégie ça s'améliore, ça se teste avant, donc quand vous passez en mode réel avec une stratégie, c'est que vous l'avez testé avant. C'est QFD quoi, vraiment le truc, si c'est testé, c'est que vous avez validé, c'est que vous avez accepté le fait qu'il y a un certain taux d'erreur. Donc prenez ce taux d'erreur, partez avec, travaillez avec, et puis go quoi. Et puis si c'est de la merde, eh ben ça veut dire que vous avez mal préparé votre stratégie, ça veut dire que vous avez peut-être été trop gourmand, vous avez pas suivi vraiment les règles à la lettre, parce qu'en fait, c'est ce que tous les traders font. Dès qu'on commence à gagner un peu, on se croit le roi du monde, la stratégie ça va, je vais me l'adapter à moi comme ça, je le sens. Non, tu sens rien du tout, ça va être juste la bordel, et là tu vas sentir un truc, ça va te faire mal. Et en fait, quand on perd la stratégie, ça devient de la merde aussi. Non. Et ça, par contre, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu en première ligne. J'ai pris le mur en pleine tronche plusieurs fois. Tout ça parce que j'ai pas cru en moi, j'ai pas cru en ma stratégie, j'ai pas cru dans mes analyses, alors qu'elles étaient méga bonnes sur certaines. Et puis aussi parce que j'ai aussi le côté émotionnel qui prend le pas sur mon côté technique, et devant les marchés, je suis une brêle. Ok, j'ai appris à me connaître. Je sais que moi, c'est pour ça d'ailleurs que je fais mes logiciels, parce que mes logiciels sont là pour m'affranchir de mon côté émotionnel, et c'est mes logiciels qui prennent le pas sur la technique, qui me montrent la technique, qui travaillent la technique à ma place, et qui me dit là, avec un stop là, un take profit là, t'as un ratio de 2, c'est nickel, tu prends. On y va pas. Et là, je dis on y va, ou je dis on n'y va pas. Bon, généralement, je dis on y va quand même. Bah ouais, faut pas déconner quand même. Et puis, en règle générale, comme la stratégie a été travaillée en amont sur un compte démo, sur un compte statique, et que j'ai vérifié qu'effectivement, dans ces conditions-là, ça fonctionnait, ça marche. Je prends en compte le contexte, et suivant le contexte et la détection de mes différents logiciels ou de mes détections de stratégie, je dis effectivement, le contexte peut être favorable à cette découverte d'opportunités, donc je prends. Où il y a un risque potentiel que finalement les marchés ils vont pas du tout réagir comme prévu parce qu'on est dans un environnement plus ou moins glauque, je prends pas le truc. Et ça fonctionne. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, le mot de la fin. Bon, désolé si j'ai un peu bifurqué sur un peu politique et autres. Bon, c'était pas du tout voulu, c'est juste que quand on est devant les marchés, il faut vraiment avoir un œil sur tout ce qui se passe autour. Et puis se rendre compte qu'il y a des choses qui fonctionnent. Comme la méthode des Japonais que je trouve géniale, quoi. Ils ont une mentalité
par rapport à ça qui est génial. Les mecs, ils ont un marché qui monte, qui fait du 50% d'augmentation, ils ont pris 2%, les mecs, ils sont heureux, quoi. Maintenant, mettez ça en France. Le mec, il a gagné 2%, le marché est parti à 50%, il se bouffe les noix pendant 2 mois, quoi. Parce qu'il supporte pas d'avoir raté 50%. Mais il a gagné 2%, le con, donc c'est un peu idiot. Et la mentalité du pays et du trader a vraiment une importance qui se ressent en fait dans les résultats en plus. Vraiment, ça se ressent. Ça, je voulais en dire. Et puis sur la politique ou sur les événements, pareil, c'est un contexte fondamental, global, mondial, qui est à prendre en compte. J'ai discuté avec différents traders qui n'ont pas forcément pris en compte ces environnements. À un moment donné, par exemple, il y avait des élections américaines. J'ai un trader que je connais bien qui travaille beaucoup sur la partie américaine, qui était sur le dos, et il a dit, il va passer, le dos va monter, je prends le dos va monter, et en fait c'est pas le mec qui est passé, en tout cas il n'y a pas une réaction des marchés telle qu'il a dit, et le Dow Jones n'a pas monté. Et il a perdu. Il a perdu beaucoup parce que il s'était tellement auto-persuadé que le marché allait faire ce que lui voulait, qu'il n'a pas mis forcément un stop à l'endroit qui permettait de gérer un vrai money management, parce qu'en fait il avait beaucoup de volatilité possible, donc le stop, il a dit non, pas de stop, parce qu'il va être touché dès que l'autre il va tousser, donc c'est pas la peine. Pas mis de stop, on ne part que dans un sens avec des a priori qui sont basés uniquement sur le mental, hein, pas sur le fondamental. Il a pas bouffé son compte, mais il s'est pris une tôle, quoi. C'est important, la technique, on la travaille avant parce qu'elle sert après, donc c'est important. Bon allez, c'est bon, je me répète. Hein. Bon en tout cas, écoutez, moi je vous remercie beaucoup, donc j'espère que cette auto-interview vous a pas trop gonflé. Moi je voulais partager, ça me paraît vraiment important. Donc écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout en tout cas. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de réussir sur les marchés. Là où je réussis pas, en tout cas, réussissez-vous. Franchement, c'est super. Ça marche super bien. Si vous voulez voir d'autres interviews, vous pouvez même. Alors ça, c'est très intéressant. Moi, j'aimerais bien que d'autres traders particuliers partagent leur expérience. Vous avez vu un peu le plan, hein, donc on présente, on dit sur quoi on travaille, on présente ses bons, ses mauvais côtés, parce qu'on en a tous. Et puis après, on décide de discuter sur un sujet qui nous touche et sur lequel on tient vraiment. Si vous voulez être interviewé, franchement, vous me contactez en MP, là, et puis en message privé. On se la joue. Ouais, non, vous me contactez, et puis à ce moment-là, écoutez, on se fait un truc en Skype, et puis un interview, et ça permettra peut-être à d'autres aussi de se reconnaître dans les réussites ou dans les erreurs pour ne pas les reproduire, surtout les erreurs, et de reproduire surtout les réussites. Allez. Écoutez, merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.